Chers amis, vous qui êtes désormais remplis de joie et de félicité après toutes les conférences et les paroles profondes que vous avez entendues ce matin, j'ai le plaisir et la joie d'accueillir donc Laurine Schott, que je vais laisser se présenter et à qui je cède la parole pour essayer de rattraper ce fameux quart d'heure varois. Voilà. Merci. Bonjour à toutes et tous. Merci pour l'invitation, Aurélien. Donc, moi, je m'appelle Laurine Schott. Je suis fondatrice de Slow Design Studio, donc mon studio de design. Alors, pour vous expliquer mon parcours, donc moi, j'ai pas du tout un parcours linéaire dans le design. En fait, je viens à la base du spectacle vivant, où j'ai travaillé pendant 7-8 ans comme constructrice métallière. Alors, tout d'abord en marionnette, puis comme constructrice métallière, et j'ai aussi fait de la conception en bureau d'études sur donc la fabrication de décors, sur des décors de scène nationale et pas mal de haute couture. J'ai beaucoup travaillé pour les défilés Chanel. Et en fait, donc j'ai vraiment un rapport, voilà, moi je viens vraiment de la fabrication pure et dure. J'étais une fabricante. Et c'est dans le cadre de ce travail que je me suis rendu compte des montagnes de déchets qui étaient générés et du coup auxquels je participais. Et en fait, ce qui m'a vraiment toujours fasciné là-dedans, c'est que c'est quand même les bureaux d'études de construction de décors, enfin c'est des énormes décors. Il y a une intelligence qui est quand même assez folle en ingénierie, en réactivité. Enfin, on répond à des problématiques très complexes, très rapidement. Et qu'en fait, on ne sache pas du tout gérer cette question du déchet. Voilà. Et en fait, c'est comme ça que moi, je suis arrivée au design. Parce que c'est en ayant cette réflexion, en disant mais pourquoi on n'y arrive pas, que en fait, j'ai compris que c'était aussi une question de système de production et qu'il fallait vraiment réfléchir à la question en le prenant sous cet aspect, en fait. Voilà. Et qu'il y avait vraiment un modèle de fabrication, de pensée, de conception et de construction qui était vraiment à revoir dans son ensemble. Et donc, c'est suite à ça que j'ai fait une conversion professionnelle en design. Et donc, du coup, j'ai repris mes études aux Beaux-Arts de Lyon. J'ai passé un DNSEP en design d'espace. Et le post-master donc, que j'ai fait avec Tony, qu'Aurélien dirige, le post-master création et technologie contemporaine à l'ENSI. Voilà. Donc, depuis ces études, je travaille donc, au sein de mon studio. Alors, j'ai un travail qui est assez pluridisciplinaire. Donc, même si aujourd'hui, je vais vous parler juste d'un seul projet, mais voilà, moi, je m'intéresse globalement sur tous mes projets à la question du processus et du procédé. C'est vraiment ce qui caractérise mon travail. Et toujours en réfléchissant à la question d'un design social et qui intègre forcément la question de la transition écologique, mais comment on n'oublie pas la question sociale et politique quand on fait du design. Voilà. Et donc moi, les deux sujets principaux, c'est le spectacle vivant. Donc aujourd'hui, en fait, je travaille sur la transition écologique de l'opéra plus particulièrement. Donc je collabore avec le collectif de 17h25, donc, qui est constitué de l'Opéra de Paris, de l'Opéra de Lyon, du Théâtre du Châtelet, du Festival d'Aix-en-Provence et du Théâtre de la Monnaie. Et en fait, en ce moment, on est en train de mener une réflexion sur l'harmonisation des éléments techniques de décors dans la construction, pour arrêter en fait tout simplement de construire à chaque nouveau décor des éléments. Mais en fait, le spectacle vivant est un secteur où rien n'est harmonisé. Et en fait, chaque maison construit selon ses principes. Donc là, on est en train de faire un gros travail transversal et collaboratif. Donc ça, c'est un chantier qui est en cours. Là, on vient de démarrer. Il y a beaucoup de choses à faire. Voilà, donc ça, c'est un de mes sujets. Et l'autre sujet, c'est l'espace public. Donc ça, c'est que j'ai commencé à développer avec mon diplôme à Lyon, qui est pour moi une continuité du spectacle vivant. Parce que quand j'ai fait du spectacle vivant, moi, c'était vraiment pareil dans cette dimension de l'art pour tous et toutes, la culture. Enfin, j'ai aussi beaucoup fait de rue quand je faisais de la marionnette. Et du coup, j'avais envie de continuer à avoir cette dimension dans mon travail parce que pour moi, l'espace public, c'est une manière de s'adresser à tout le monde. Et du coup, je trouve que ça fait vraiment sens de faire du design dans l'espace public. Voilà. Le projet que je vais vous présenter aujourd'hui, donc c'est une collaboration que je mène avec l'architecte Olivier Jacques. Donc Olivier Jacques, on s'est aussi rencontré dans le postmaster à l'ENSI. Et donc on a commencé à travailler ensemble. Alors on a fait un premier concours, une première réalisation. Donc, qui était une installation artistique pour la Cité des sciences et de l'industrie. Donc le pitch de l'appel à projet,
En fait, en sortant de la Cité des Sciences, les gens se perdaient sur le chemin pour aller vers l'Argonaute. Et donc du coup, on a développé tout un vocabulaire formel en racontant une histoire sur l'Argonaute qui venait de passer. On était dans des abysses et la végétation suivait en fait le courant du sous-marin. Et en fait, on a indiqué le chemin comme ça. Et en fait, pourquoi je vous montre ça? C'est parce que suite à cette installation, en fait, on a développé un procédé technique pour réaliser ces algues. Donc, c'est un procédé low-tech et qui est fait à partir de tubes PVC. Et en fait, c'est dans le cadre de cette installation, en fait, on a passé le mois qui était consacré normalement à la fabrication de ce qu'on aurait pu classiquement faire en métal. En fait, on a passé 3 semaines et demie à mettre au point ce procédé de cintrage vapeur que je vais vous présenter, et pour construire finalement l'installation en 2 jours. Voilà. Donc là, je vous montre une autre photo. Donc là, en fait, on a été sur un travail beaucoup plus libre, on va dire, sur les formes, plus organique. Et voilà. Après, on a développé le travail archéique que je vais vous présenter. Donc du coup, ce procédé cintrage vapeur, donc, je vais vous montrer la vidéo. Donc c'est du low-tech, c'est en Creative Commons. Laurine Schott et Olivier Jacques vont vous présenter leur méthode de thermoformage de tubes PVC. Pour cintrer, il faut une plaque de cuisson, une cocotte minute, un tuyau de gaz, 2 tubes métalliques prédécoupés, 2 bouchons, un tube PVC, une scie à métaux, une perceuse, un récipient avec de l'eau, un seau, 2 torchons. Avant de commencer, il est important de ne pas oublier de mettre ses gants. Découpez 2 anneaux de PVC. Percez les 2 bouchons afin d'y insérer les tubes dedans. Versez-le dans la cocotte et raccordez le tuyau à la soupape. Pour les tubes en PVC, privilégiez le réemploi. Ressourcerie, déchetterie, déchets de chantier. Sinon, fournissez-vous en tube recyclé. Insérez les bouchons aux extrémités du tube et pensez à mettre les torchons dans l'eau. L'usage de la cocotte minute est une méthode low-tech, peu énergivore et sans risque pour la santé. L'eau monte en température dans la cocotte et se transforme en vapeur. Bouché, le tube devient sa propre étuve. Le PVC atteint ainsi sa température de ramollissement à 90 degrés, sans combustion ni émission de dioxyde ou de COV. Là encore, il est important de ne pas oublier de protéger ses bras d'éventuelles brûlures. Connectez le tube et patientez quelques minutes pour qu'il se ramollisse complètement. Manipulez le tube à l'aide des anneaux préalablement entaillés. Ils permettent de le façonner sans le pincer. Lorsque la forme souhaitée est atteinte, refroidir le tube avec un torchon humide pour le figer. Le tube contient encore de l'eau très chaude, veillez à bien le vider. Une fois rigide, le PVC reprend ses propriétés physiques pour redevenir solide et léger. Il peut être retravaillé à l'infini. Voilà. Donc voilà la méthode cintrage vapeur. Donc on s'est inspiré de nombreux tutos sur internet. Ce qu'il faut savoir quand même est que moi j'adore, j'en regarde énormément. Il y a quand même une banque de données phénoménale de procédés et de process en fait que tout le monde met en ligne. Et donc aujourd'hui on a à peu près accès à toutes les manières de faire. Et là en fait on a fait un croisement entre les tutos de plombiers qui en fait chauffaient au décapeur thermique les tubes en PVC, et avec les tutos de menuisier en fait qui cintraient du bois avec des étuves. Voilà. Et en fait c'est vraiment un croisement entre ces 2 méthodes. La première chose, c'est que sur les tutos de plombier, alors le décapeur thermique, en effet, ça chauffe, donc du coup, ça fait des combustions, ça oblige à travailler avec un masque à gaz. Enfin, du coup, c'est quand même extrêmement toxique. Donc ça, c'était quand même la première chose qui me dérangeait énormément. Et ensuite, ça permet de travailler que de manière très locale. Donc, c'est-à-dire, on va chauffer sur 5-10 cm et on va pouvoir plier. Mais nous, comme on sculptait, en fait, on formait des grandes formes. En fait, on les fait directement en 4 mètres. Donc, du coup, on n'avait pas le temps de chauffer. Donc, d'où l'idée d'arriver sur une étuve.
Et en regardant donc du coup le travail des menuisiers sur le cintrage du bois, en fait, nous avec le tube PVC, on a transformé le tube en sa propre étuve. Voilà, donc en fait, il est bouché et on fait le circuit d'eau avec la vapeur qu'on envoie. Et en fait, c'est comme ça qu'on arrive à le ramollir et à sculpter. Donc c'est extrêmement rapide. En fait, ça prend vraiment 30 secondes à chauffer. Ça se sculpte, c'est du chewing-gum, donc c'est vraiment très malléable. Donc on veut faire des choses. Nous, on est sur des formes assez géométriques, enfin, je vais vous montrer après, mais c'est un choix qu'on a fait, mais on le fait dans le cadre de workshops. Donc il y a des gens qui font des travaux de matière, de pincement, enfin voilà, il y a pas mal de manières de le travailler. Et donc du coup, voilà, et alors ce qui est intéressant aussi, c'est que du coup, en effet, ça se reforme à l'infini. Donc en fait, ça reprend ses propriétés à chaque fois. Donc on peut le former, le réchauffer. Et en fait, il se remet dans sa forme initiale. En fait, quand on le compresse, quand on le met en pression, parce qu'en fait, dans le système, il y a une petite évacuation qui fait que ça permet de le chauffer sans qu'il se pince et que ça garde le tube. Mais en fait, si on le bouge complètement hermétiquement, en fait, il reprend sa forme initiale. Donc, c'est assez infini, c'est infini comme procédé. Ça a un double intérêt aussi, c'est que en fait, c'est léger. Donc, bon, ça, c'est le principe du plastique, mais la grosse problématique, en fait, quand on fait de l'installation, et donc nous, on essaye de faire de l'installation grand format, c'est en termes de transition écologique, en fait, c'est la question du transport qui a un impact énorme, et notamment souvent en raison du poids. Donc le fait d'utiliser ce procédé et ce matériau en fait nous permettait de répondre à vraiment une problématique là-dessus. Et le fait que aussi nous d'une installation à l'autre, et ben, en fait on récupère ces tubes et on les reforme pour recréer d'autres installations. Donc en fait on a un circuit vraiment circulaire dans les matériaux. Alors, du coup, je vais arriver au projet qu'on a développé avec cette méthode. Donc, suite à la Cité des Sciences, en fait, donc on avait cette méthode et on a trouvé ça. On est vraiment parti de la technique en fait pour développer notre projet artistique parce qu'on s'est dit mais on a envie de travailler avec ça. Et notamment, la partie la plus pertinente en fait, c'était la question du cintrage et comment cintrer un matériau qui est quand même une technique assez spécifique. Et donc on a choisi en fait cette forme du cintrage et voilà, et ça a été le point de départ de notre travail. Et comment on va créer un vocabulaire formel, graphique, artistique, qui va être la base de nos installations. Et donc comme Olivier est architecte et moi je suis constructrice, enfin j'étais constructrice, je viens vraiment de ce background. On est parti de l'arche, donc qui est l'archétype primitif en architecture et en construction. Et en fait, à partir de cette arche, on lui a fait subir en fait des rotations, toute une série de symétries, de miroirs qui sont vraiment les outils qu'on utilise tous les jours, nous, quand on dessine dans nos plans. Et on a, par exemple, voilà. Et donc là, ça a été la première série d'exploration. Donc on a créé un code numérique sur Grasshopper où on donnait en fait les informations. On veut tant d'arches, on fait un miroir. Donc, et on travaille en fait avec les vues de dessus, en plan, les vues de côté. Et c'est vraiment ça qui fonde notre vocabulaire graphique. À partir de ça, en fait, sur le code numérique, nous, on a arrêté en fait un certain nombre de formes. Et en fait, ce sont ces formes après qu'on va utiliser dans les installations. Alors, l'objectif, donc on a voulu pousser vraiment, c'est la mise en abîme en fait de notre travail. Parce que quand on expose ce travail, en fait, on montre tout le procédé de cintrage vapeur, toujours. Et c'est vraiment ce qui porte sens pour nous, c'est de montrer la technique, en fait, même dans une démarche artistique. Parce que là, on est vraiment sur un projet qui est à la croisée de l'art, de l'architecture et du design. On fait de l'installation dans l'espace public. Et en fait, le choix des sites où on veut se greffer, ce sont des bâtiments techniques, nous, ce qu'on appelle des bâtiments outils. Et on s'est focalisé sur le parcours de l'eau. Donc là, on a fait le travail sur Marseille. Donc moi, je suis implantée à Marseille. Et on a fait tout un travail sur les bâtiments, sur la typologie de bâtiments, sur comment l'eau courante était amenée sur Marseille, donc via la Durance. Et tous les bâtiments qui ont été créés au 19e siècle. Et l'idée, en fait, c'est que nos installations sont là pour faire signe de toute cette architecture technique, de tout ce patrimoine. Et le but de ça, c'est aussi, toujours dans cette idée de design pour tous et toutes et de design social,
c'est que la technique, en fait, de permettre aux gens de s'emparer de la technique et d'en parler, en fait. Voilà. Parce que faire la transition écologique, c'est aussi permettre à tout le monde de comprendre, en fait, comment les choses fonctionnent. Et c'est vraiment la question de la machine ouverte. Donc, en général, on ne sait pas comment les choses fonctionnent. Et en fait, l'idée, c'est par un geste artistique de ramener ce sujet, en fait, dans l'agora. Voilà. Et de pouvoir en parler avec les citoyens et les citoyennes. Donc du coup, alors avec notre code, donc nous on fait un travail aussi de relevé. Donc en fait, on relève les proportions des bâtiments sur lesquels on se fixe et en fait on les intègre dans notre code Grasshopper, dans notre code numérique et on génère les formes à partir de ça. Donc c'est aussi comme ça qu'on arrive à faire écho avec le bâtiment. Du coup, ce sont des. Alors, on travaille vraiment. Alors, dans l'idée de l'OTech et de faire signe, on travaille avec les flux naturels aussi. Donc, on est sur des girouettes et on les connecte au flux du vent. Et ce qui nous intéresse, en fait, c'est de montrer les courants qui sont sur les bâtiments. Voilà. Et donc là, c'est un projet qu'on a réalisé l'année dernière pour les Journées du patrimoine. Donc en fait, là, on commence à faire des installations sur ces différents bâtiments en réel. Et voilà, ce projet, oui, c'était l'année dernière. Et en ce moment, on est en train de présenter une exposition à la Galerie Arcade à Marseille. Et en fait, qui présente l'ensemble du procédé et de notre démarche. Voilà. Merci Laurine de cette présentation. Peut-être que déjà vous avez des questions, des remarques, des interrogations, des joies. Tony, je te vois qui secoue la tête. Ouais, je voulais te questionner sur l'open source. Donc tu parles du principe de centrage là, que vous présentez sur Creative Commons, parce que j'en avais pas parlé de mon côté, mais je me suis tout le début de mon projet était aussi pensé en open source, et je voulais avoir un peu ton retour d'expérience dessus, parce que là je sais pas depuis combien de temps vous avez lancé le projet. Moi j'en suis un peu revenu. Voilà, je voudrais juste qu'on en parle un tout petit peu et expliquer peut-être plus précisément aux étudiants pourquoi l'open source, comment, au-delà du principe des tutos dont tu as parlé. Alors nous, alors clairement sur l'open source, si la dynamique ne vient pas de nous, en fait c'est assez peu prément. Alors nous c'est assez particulier parce qu'en fait c'est quand même, on n'a pas une application technique où on résout un problème, ce qui fait on a une démarche low-tech, mais on ne rentre pas en fait dans les cases vraiment du site low-tech. On pourrait inscrire notre projet dedans. Donc c'est-à-dire qu'il faudrait qu'on transforme notre projet sur une résolution de problème vraiment spécifique. Donc voilà, on est dans cette démarche-là, mais on ne rentre pas exactement dedans. Et en fait, les gens s'en emparent si nous on le fait dans le cadre de transmission, en fait, de workshops. Donc on fait des workshops dans des écoles d'art, mais aussi dans le cas d'exposition, on fait des workshops avec des enfants de 8 ans aux ans où ils utilisent la méthode. Et en fait, la passation se fait clairement comme ça. En fait, il n'y a pas de retour, enfin de prise en main spontanée très facile en fait sur le Creative Commons. Voilà, on doit initier la dynamique et la démarche. Mais peut-être du coup sur le choix, pourquoi vous avez fait ce choix de le mettre en Creative Commons? Le Creative Commons, c'est que nous, ce qui nous intéresse, on aimerait que les gens s'en emparent plus. Hein. Donc c'est vraiment un choix politique et éthique de prise en main de la technique et ne serait-ce que de compréhension de comment ça fonctionne, parce que le tube PVC, c'est quand même un produit industriel vraiment cheap que tout le monde connaît. Et c'est aussi dans la démarche de se dire, voilà, on peut se réapproprier les objets du quotidien, on peut retravailler, on peut réinventer de nouvelles choses. Et en fait, nous, la démarche de le mettre en Creative Commons, elle est dans ce sens-là, en fait. Donc, on aimerait même que des personnes s'en emparent et fassent des objets matériels très finis, voilà, du mobilier. Voilà, le but, c'est ça. Même si nous, on ne l'a pas fait, mais le but, il est là. D'autres remarques, questions? N'ayez pas peur. Oui, Laurine est sympathique. Elle habite pas très loin d'ici.
Elle prend des stagiaires. C'était ça l'argument. C'est pas une question, mais c'est juste pour dire enfin, je trouvais ça très inspirant. Surtout le tuto, on comprend directement et on voit aussi que c'est faisable facilement, même si on n'est pas très bricoleur, etc. Et je trouve, enfin même, c'est inspirant au niveau de la réutilisation de ce qui existe déjà, parce que le PVC comme ça, on se dit que c'est pas très responsable comme matière, etc. Donc on va peut-être pas aller vers ça, et on voit qu'il y a plein de manières aussi d'utiliser ce qu'on a déjà finalement, et voilà, je trouve ça juste très, très inspirant. Merci, je vais juste rajouter. Oui, alors en effet, on pourrait se dire qu'on veut faire du responsable, qu'on aurait tendance à utiliser que des matériaux naturels. Nous, on travaille avec du réemploi énormément. Et on réfléchit à cette question aussi du comment sourcer ces matériaux, parce que alors c'est toujours la question de l'échelle, hein. Il y a une vraie difficulté, une vraie réflexion à faire là-dessus, parce que quand on fait de l'objet, faire du réemploi, c'est assez facile finalement, mais dès qu'on arrive sur de l'installation, et c'est aussi pour ça que je fais le lien avec mon travail en spectacle, où on est sur des grands formats à 20 mètres, d'un seul coup, faire du réemploi, il y a tout un système à monter derrière en fait. Et ça pose aussi cette question-là. Et en fait, il y a pas mal de matériaux industriels qu'on pourrait aussi utiliser, qui sont là, qui existent et qu'il faut en fait utiliser. On ne peut pas d'un seul coup tout jeter à la benne pour utiliser que du biomatériau. Voilà. Oui, d'autant que le problème, c'est pas le plastique. Non. C'est l'emploi qu'on a du plastique. Et même le problème, ça peut devenir le mycélium, c'est-à-dire si vous rejetez, ou le kombucha. C'est-à-dire, si vous vous mettez à faire des sacs Hermès en kombucha et que vous en vendez à 100 millions de Chinois et que dans 150 ans ils se retrouvent dans la nature, en fait ça pose les mêmes problèmes que de mettre les mêmes sacs dans un autre matériau. Donc la question, c'est d'abord la relation qu'on entretient, encore une fois, aux matériaux, aux objets, etc. Et oui, mais ça peut déséquilibrer. Enfin, si tu jettes 2 tonnes de kombucha à un endroit où il n'y avait pas de kombucha, tu risques de dérégler des écosystèmes, quoi. Oui, non mais bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est que la solution n'est pas toujours d'avoir un matériau biosourcé ou dit naturel. Je veux dire, oui, non mais on est d'accord, voilà, mais parce que c'est le côté. C'est l'échelle. Oui, il y a la question de l'échelle, et puis il y a la ouais. question du storytelling. C'est-à-dire, voilà, moi j'ai fait un truc éco-truc parce que mon bois, parce que c'est en bois. Et puis le fait qu'il soit coupé au Guatemala, envoyé en Chine pour être traité, puis qu'il revienne par là, c'est pas grave, hein, voilà. Je sais pas si on est parti sur ce sujet-là, mais pour moi la principale différence, c'est qu'il y a d'un côté il y a une émission lors de la production de la matière première, et de l'autre côté il n'y en a pas. Et d'ailleurs il y a je suppose que vous devez connaître cette initiative. Je sais pas si on peut appeler ça une initiative ou un groupe ou une association qui s'appelle Frugal, et qui fait appel à des artistes et designers. Je crois qu'ils réalisent une exposition par an. Et pour y participer, il faut utiliser des matières qui en fait n'utilisent aucune substance pétrochimique en fait. Donc c'est-à-dire qui n'émettent pas à la production de matière. Par exemple, je vais prendre l'exemple du tube PVC, mais si tu es un tube PVC en réemploi, du coup, fondamentalement, en fait, ton tube n'a pas fait d'émission. Voilà. C'est en ça que c'est intéressant de le mettre dans la balance et de mettre les deux en perspective, en fait, toujours. Parce qu'il y a le matériau en soi, il y a aussi tout le système, en effet, le process qui est derrière, le système de fabrication, de comment il est venu. Et en fait, il faut toujours peser ça dans la balance quand on va réfléchir sur quelque chose qui doit être neutre, en fait. Oui, après je sais pas comment on définit ce qui émet des choses et ce qui n'en émet pas, mais les forêts, par exemple, pour prendre l'exemple du bois, il n'y a plus de forêts naturelles en Europe, ou quasiment pas. Et genre tout le bois qu'on a, c'est des forêts qui sont administrées, cultivées, enfin, je veux dire, ça relève de l'industrie. Donc faire un truc en bois à partir de ces bois-là n'émet pas zéro émission. Voilà. Du coup,
C'est juste pour attirer votre attention sur le fait que, encore une fois, il y a une étudiante l'année dernière qui avait fait son mémoire sur la question des déchets, et elle commençait son mémoire avec je le racontais hier à Paris, un pot de yaourt trouvé l'année dernière sur la plage de Barcelone, qui datait des Jeux Olympiques de Barcelone, alors je sais plus si c'est 82 ou 84, et qui était en parfait état. C'est-à-dire que justement on a pu identifier sur le pot de yaourt que c'était un pot de yaourt des Jeux Olympiques de 84. Et c'était assez intéressant parce qu'en fait, on considère justement que le plastique est un truc jetable. Mais en fait, ce pot de yaourt, ça fait 40 ans qu'il est en parfait état. Et donc ça nous interpelle sur le fait que finalement la question, c'est pas tellement celle du matériau qu'on utilise, même si elle est importante et qu'elle permet effectivement tout un tas de choses positives quand on fait pas des choses issues de l'industrie pétrochimique. Mais on pourrait aussi se dire que face aux milliards de pots de yaourt qui ont été produits, en fait, on aurait pu les substituer par un pot de yaourt qu'on aurait voilà, réemployé, transmis. Enfin ouais, il y a peut-être d'ailleurs des réflexions à avoir sur de la même manière qu'on récupère le buffet de sa grand-mère, bah, récupérer les Tupperware en plastique ou les tables en formica qui sont revenus à la mode, bah, ça a peut-être aussi, ça pose aussi des questions. Enfin, qui intéresse à mon avis les designers. Voilà. En termes de rituels, d'usage, bref. D'autres questions? Je sens que la parole s'est libérée enfin. Bonjour, j'avais une question un peu technique. Donc le PVC, thermoplastique. Dans le PVC, le C, c'est chlore. C'est un thermoplastique qui, quand on le chauffe, a la fâcheuse tendance à dégager des émissions pas très sympathiques. Et je voulais savoir justement dans votre procédé des tubes, est-ce que vous avez pu voir justement s'il y avait s'il y avait des dangers au niveau des émissions Alors, en fait, ça réduit considérablement parce que, alors, je ne dirais pas que c'est à zéro, parce que tout process en fait crée, c'est pareil, crée forcément une émission. Mais le fait d'éliminer la carbonisation réduit considérablement. D'ailleurs, il y a un test qui est très simple, hein, c'est qu'en en fait, on peut respirer dans la pièce. Voilà. Alors que quand on le fait au décapeur thermique, c'est impossible. On peut même pas rentrer dans la pièce, voilà, tout simplement. Donc ça réduit. Alors on n'a pas fait. J'aimerais bien, moi ça m'intéresserait. Il faudrait faire une étude scientifique et des relevés pour savoir de combien on réduit. Mais globalement, voilà, le fait de ne pas carboniser change considérablement la donne. Oui, parce que, enfin, après je suis pas spécialiste, mais j'imagine qu'à partir du moment où il n'y a pas de combustion du PVC, il n'y a pas nécessairement de... Par exemple, les bouchons de bouteilles, de soda, de lait, ça, même chez soi, on peut les mettre dans le four, les ramollir et en faire d'autres choses sans trop de danger. Par contre, le PVC, c'est pas le cas. Enfin, on peut le faire, mais ça va pas être terrible. Et donc, il n'y a pas besoin d'aller jusqu'à la combustion pour que ça puisse devenir dangereux, en fait. C'est pour ça, c'est juste... justement, c'est vrai quand on va mettre justement par exemple un tuto, tout ça et tout, faire attention au fait de peut-être qu'il y a des personnes qui vont se dire ah chouette, c'est génial, je vais pouvoir faire plein de choses avec ça et peut-être se mettre en danger enfin voilà. Une dernière question peut-être avant de passer à l'heure du déjeuner. J'aurais pas dû annoncer l'heure du déjeuner du coup. Mais... Je sais pas, moi peut-être juste si tu peux nous en dire juste un tout petit peu plus sur justement ce que tu entends par design social. Parce que tu parlais de par exemple interpeller sur les bâtiments techniques et du coup se reposer la question de la technique. Mais voilà, enfin je pense que tu peux en dire
Encore Alors, un peu plus. oui, la question du design social, parce que alors moi un truc qui m'a toujours, quand j'ai repris mes études en design, et ça c'est vraiment mon expérience personnelle et que j'en parlais, on va dire, autour de moi, même dans le milieu du spectacle vivant, il y a quand même, alors qu'il y a un énorme préjugé, on sait bien, mais que le design c'est du mobilier, c'est juste de la forme, c'est pour les riches entre guillemets, enfin que c'est pas quelque chose c'est quelque chose d'assez artificiel et qui n'est pas un vrai besoin. Et en fait, je milite vraiment contre ça. Je pense qu'il faut donner les clés de compréhension du design au plus grand nombre. Et que c'est quelque chose qui manque vraiment de manière fondamentale. Parce qu'en fait, c'est une discipline qui est assez récente, finalement, le design. Et on considère encore que c'est pour une élite. Et même dans les problèmes que ça résout, ou enfin, dans la vision que ça donne. Et pour moi, le design social, c'est ça. C'est donner les clés de compréhension pour comment comprendre le système de production de ce qui nous entoure en fait, et surtout par rapport aux problématiques actuelles en fait de surconsommation, de transition écologique, en fait de comprendre comment ce matériau, comment cette table, comment cette chaise est fabriquée, et pas seulement entre nous professionnels où nous, bah oui, on s'intéresse à ça, mais comment on donne ces clés de compréhension au plus grand nombre. Je pense que en fait, c'est un véritable impact dans la démarche générale et sur la manière de prise en main de la transition écologique en fait. Et je pense que cette compréhension manque vraiment autour de nous. Voilà. Et pour moi, c'est ça le design social. Parfait. Merci beaucoup. Le chaudron continue cet après-midi.